Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier qui est une activité classique de la Commission électorale nationale autonome avant toute élection. Cette année, l'activité prend tout son sens à cause de ce que nous nous préparons à rentrer dans un cycle électoral à partir de 2025. Souvenez-vous que depuis l'atelier de planification des opérations électorales que la Sénat a tenu fin 2023, la Sénat était déjà en capacité de dérouler le chronogramme des élections générales qui a été adopté ce jour-là. Le vote et la promulgation de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 nous oblige à adapter ce chronogramme par une mise à jour en tenant compte des dispositions nouvelles de cette loi promulguée. Cet atelier, en fait, annonce la seconde phase de l'atelier de planification électorale que la Sénat va bientôt organiser. Je voudrais souhaiter une participation studieuse et interactive, car les compétences que nous allons acquérir sont indispensables dans la vulgarisation du cadre légal des élections, ainsi que la participation de toutes les parties prenantes au processus qui va démarrer en 2025. La maîtrise de ce cadre légal va faciliter la transformation en opération électorale de ces différentes lois. Je vous prie d'être assidus, je le répète, et je vous prie d'interagir avec les communicateurs. Nous voulons, ensemble avec le législateur, qui explique la présence du président de la commission des lois, comprendre en profondeur les changements apportés à la loi 2024-13 et anticiper les implications de ces changements pour chaque direction technique de notre institution. Mesdames et messieurs, l'atelier que nous lançons aujourd'hui s'articulera autour de deux grandes thématiques. La première thématique portera sur les innovations contenues dans la nouvelle loi, ainsi que sur leur appropriation par les différents acteurs. Nous aborderons ici les aspects théoriques et juridiques de ces innovations, mais aussi leur application pratique, en particulier en ce qui concerne la gestion des partis politiques. La deuxième thématique traitera de la responsabilité de la Sénat dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions à travers chaque direction technique. Chacune d'elles devra s'assurer qu'elle est prête à relever les défis imposés par ce nouveau cadre légal. Nous avons prévu des présentations détaillées, suivies de débats et d'échanges. Ces moments d'échange seront importants pour que chaque participant puisse exprimer ses préoccupations, partager ses idées et contribuer à une compréhension harmonisée des nouvelles dispositions légales. Il y aura deux grandes parties dans la communication, donc, sont les évolutions apportées au code électoral et deuxièmement, les principaux acquis. Les principaux acquis, je vais le développer dans votre dimension de citoyen tout court. Sinon, cette partie ne concerne pas nécessairement les techniciens de la Sénat. Ce qui les concerne, c'est la première partie. Mais nous sommes dans la cité, nous entendons les commentaires et c'est très bien aussi de savoir les grandes motivations du législateur par rapport aux évolutions que nous avons eues. Globalement, nous avons touché à une 50aine d'articles. Globalement. Dans la présentation qui est projetée là, vous allez voir partout où c'est une suggestion de la Sénat, j'ai mis suggéré par la Sénat.
et vous allez voir qu'il y a beaucoup de dispositions suggérées par la Sénat. C'est des questions de forme. Il y a les indications de la Cour constitutionnelle aussi, qui concernent 2 articles. Après, la loi interprétative qui a été votée, je crois en 2020, au lendemain de l'élection des conseillers communaux, nous avons intégré cette loi interprétative et complétive. Nous l'avons intégrée à la loi modificative qui a été votée pour qu'on n'ait pas trop de lois éparses. Ce qui fait que cette loi interprétative votée en 2020 a été abrogée. Toutes ces dispositions ayant été intégrées à la loi modificative que nous avons votée. Cette loi interprétative, vous allez la voir dans les articles 189 à 200. C'est ce package-là. On n'a pas touché. On a coupé, on a collé dans la nouvelle loi. Quand vous comptez 189 à 200, je crois que ça fait une douzaine d'articles. Dans la cinquantaine, il y a autour de 2 qui ont été suggérés par la Cour constitutionnelle. Cette loi complétive interprétative, une douzaine. Après, dans le code en 2019, nous avons différé la discussion sur l'élection des élus locaux. Les élus locaux, pas en tant que conseillers communaux, mais en tant qu'élection de chef de village et de quartier de ville. Il a été mis dans la loi 2019 qu'une loi ultérieure réglera la matière, la question. Nous avons profité pour régler la question de l'élection des chefs de village et de quartier de ville à travers cette loi modificative. Ça fait autour de 4 articles. Si vous ajoutez à ça tous les articles suggérés par la Sénat, la réforme opérée dans son fond concerne à peu près 5 articles. À peu près, globalement. Et sont les articles, globalement, les plus querellés, au fait. Cette présentation sommaire faite, nous allons prendre les évolutions article par article. L'article 13 a été touché, mais c'est une question de forme. L'Agence nationale d'identification des personnes en NIP transmet à la Sénat les statistiques relatives à la LEI, liste électorale informatisée, 180 jours avant la date du scrutin. Sinon, il faut attendre 60 jours avant pour que la Sénat ait la LEI. Donc 180 jours avant, l'ANIP donne projection. C'est un travail totalement interne. J'attire l'attention, la Sénat doit réfléchir sur la gestion de cet aspect. Pour qu'après, on ne dise pas, oui, l'ANIP avait dit que les postes de vote, non, c'était tel, et que maintenant on vient dire que c'est tel, le nombre d'inscrits c'était tel, et que maintenant on dit que c'est tel. Ça peut être source de polémique inutile, la mauvaise gestion de ces données que la Sénat va recevoir 180 jours avant. Les données qui sont les données électorales, c'est les données qui seront reçues 60 jours. Donc, quelle communication la Sénat va-t-elle faire de ça? Ça doit faire objet de réflexion au niveau du Conseil, en lien avec la direction générale. Nous sommes à l'article 17 nouveau. L'article 19 nouveau, suggéré par la Sénat. C'est le rapport général d'activité de l'année électorale. C'était 60 jours
La Sénat a estimé que ça faisait court, finir l'organisation des élections, se mettre en même temps à faire le rapport et tout, c'était un peu court. Le législateur a ajouté 15 jours. Soit en 15 jours, après la publication des résultats définitifs, la Sénat, du dernier scrutin, la Sénat dépose son rapport. Vous l'avez à l'article 19 nouveau. Suggéré par la Sénat, prise en compte par le législateur. L'article 34.2 nouveau, suggéré par la Sénat. Le directeur général des élections et le directeur, on a fixé leur mandat. Mais on ne précise pas si c'est renouvelable ou pas. Le législateur a estimé qu'il faut renouveler. S'il fait bien. Donc, l'évolution là, c'est un mandat renouvelable qui a été ajouté. Renouvelable. L'article 34.3 nouveau, suggéré par la Sénat. Le directeur général des élections est révocable pour faute lourde établie par décision de justice. Parce qu'il peut y avoir de faute lourde. Les fonctionnaires recrutés travaillent dans une structure autonome. Rien n'est dit. Le législateur a prévu, donc, à travers la loi modificative, ce qui suit. Les directeurs techniques sont révocables pour faute lourde après délibération des membres du Conseil électoral et avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Pour équilibrer un peu, que le ministère de la fonction publique qui gère toutes les carrières ait un œil. Là, c'est l'article 34.3 nouveau. L'article 37 nouveau, suggéré par la Sénat. La Sénat nous a dit qu'il arrive qu'il y ait de grands pôles avec de grands centres de vote et que la compilation des résultats à ces niveaux est très difficile, ce qui fait que les résultats ne parviennent pas de façon rapide de ces centres de vote.